Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver depuis notre studio pour cette dernière édition de Défi Gouvernance avant la pause estivale. Cette émission est, comme vous le savez, dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises. Nous sommes le mardi 9 juillet 2024. Au micro, le tandem habituel, Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourez, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Jean-Jacques, nous achevons la deuxième saison de Défi Gouvernance et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été riche tant dans les thématiques abordées que dans la qualité des invités reçus à notre micro. Effectivement Pierre-Yves, tout au long de cette année, nous avons présenté des sujets de grande actualité. La mise en œuvre de la CSRD, les évolutions du rôle du Conseil, la lutte anticorruption, l'intelligence artificielle ou encore le dialogue avec les parties prenantes. Et pour partager leur point de vue sur ces différents sujets, nous avons eu parmi nos invités Robert Ophèle, président de l'Autorité des normes comptables, Michel Sapin, ancien ministre des Finances et des Comptes publics, ou encore Antoine Sautenay de la direction RSE du groupe Michelin. Donc oui, nous avons passé ensemble une belle année radiophonique avec de très bonnes audiences. Merci à tous pour votre fidélité. Et vous pouvez retrouver, chères auditrices, chers auditeurs, toutes ces émissions dans notre application Radio KPMG qui vient d'être totalement repensée avec de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design. Pour terminer cette année en beauté, nous avons choisi de nous pencher sur l'édition 2024 des Assemblées Générales. Oui Pierre-Yves, et nous recevons Alain Courret, avocat et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Après cet entretien, nous ferons, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels sont les sujets à la une de cette édition ? Parmi les thèmes que nous avons choisi d'évoquer aujourd'hui, il y a la loi Holroyd relative à l'attractivité de la place financière de Paris, les risques juridiques pour les administrateurs au regard des informations de durabilité et du plan de vigilance, ainsi que les premières décisions de la Cour d'appel de Paris en matière de devoir de vigilance. Puis nous refermerons ce journal comme à notre habitude avec nos recommandations de lecture. Mais tout de suite, place à notre invité. Dans l'émission Les Matinales de KPMG, diffusée le 5 mars dernier, Alain Courret évoquait les sujets phares qui devaient être à la une des assemblées générales des sociétés du CAC 40 lors de cette saison 2024. Alors que cette saison s'est justement achevée le 6 juin dernier avec celle du groupe Saint-Gobain, il nous a semblé nécessaire de faire le point avec lui sur ce qui s'y est passé, tant sur la forme que sur le fond. Bonjour Alain, c'est un plaisir de vous recevoir à notre micro. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Alain Courret, vous êtes avocat, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Vous avez également participé à plusieurs groupes de travail du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Depuis quelques années, l'ambiance de certaines assemblées a changé, principalement sous la pression de parties prenantes désireuses de profiter de ce forum pour faire entendre leurs revendications à l'égard de l'entreprise. D'un point de vue général, dans quel climat ces assemblées 2024 se sont-elles déroulées ? Alors globalement, un climat assez serein, même si la tendance est à l'hypersécurisation de ces assemblées. Ceci étant, on a relevé de fortes turbulences à l'occasion de quelques assemblées et qui, dans certains cas, ont incité à déplacer le lieu même de la réunion, ça a été le cas chez Total, pour éviter que ces manifestations ne se produisent à l'intérieur de Paris. Assemblée turbulente également pour Carrefour, où un certain malaise social s'était exprimé suite à la politique du groupe qui tend à l'externalisation des magasins, à la définition d'un nouvel axe stratégique par le président. Manifestation également chez En Marche de l'Assemblée d'Amundi, le reproche étant fait à Amundi de détenir des participations trop importantes au gré des manifestants chez Total. Reproche également chez Air France, plus lié à la protection du climat. En fait, ça et là, on a constaté une certaine collusion entre les militants du climat et des militants notamment qui protestaient contre la guerre dans la bande de Gaza. Alors avant de rentrer dans plus de détails, quels sont pour vous les principaux éléments saillants de ces assemblées 2024 ? Je retiendrai d'abord un taux de participation exceptionnellement élevé, également la distribution de montants considérables de dividendes, enfin un nombre qui reste important de résolutions votées avec un score inférieur à 80%.
Approfondissons maintenant ces sujets et commençons par la participation qui s'est avérée, comme vous venez de le dire, exceptionnellement élevée. La loi Holroyd visant à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris vient d'être adoptée. Contient-elle des mesures susceptibles de renforcer encore la vitalité de la démocratie actionnariale ? Non, pas véritablement. Je crois que le législateur est resté au milieu du gué en cette matière. C'est-à-dire qu'il a favorisé beaucoup la digitalisation des conseils, des boards, des conseils d'administration, conseils de surveillance, pour permettre à les administrateurs éloignés, ne résidant pas, de pouvoir participer aux séances dans des conditions qui sont aujourd'hui sécurisées. Par contre, s'agissant des assemblées générales, il n'a pas voulu imposer aux sociétés cotées la mise en place d'assemblées générales hybrides, c'est-à-dire des assemblées physiques, mais auxquelles il est possible de participer en direct et à distance. Vous évoquez le vote en direct à distance, qui fait notamment partie des recommandations formulées par l'AMF en 2023. Où se situe la France par rapport à ses voisins ? Alors là aussi, je crois qu'il ne faut pas exagérer la portée des enseignements des pratiques étrangères, parce qu'il est toujours de bon ton de dire qu'à l'étranger, ça se fait couramment. Alors ça se voit, et notamment à Londres, en Angleterre, on a vu des sociétés importantes qui ont tenu des assemblées hybrides, également aux Pays-Bas, mais ça reste quand même des situations qui ne sont pas généralisées. Pour ce qui est du marché français, nous n'avons pas eu, en dehors d'une assemblée chez Amundi il y a 2 ans, nous n'avons jamais eu véritablement d'assemblée hybride pour les sociétés cotées. Mais il n'est pas évident qu'à l'étranger, sauf peut-être au Canada ou aux États-Unis, où là on a des assemblées qui ne sont même plus des assemblées hybrides, qui sont des assemblées totalement dématérialisées et dans des grandes sociétés cotées. Sociétés comme Ford tiennent des assemblées sans aucune présence physique. D'accord, donc on reste en France sur des pratiques encore très traditionnelles. Depuis plusieurs années, les dividendes sont en constante augmentation et ont atteint environ 72 milliards d'euros en 2024. Si l'on ajoute à cela des rachats d'actions toujours plus importants, 30 milliards en 2023 environ, et les polémiques autour de la rémunération de certains dirigeants, la question du partage de la valeur reste un sujet central des assemblées générales. Par rapport à 2023, la hausse des dividendes est donc de 9% en France, alors qu'aux États-Unis, elle est seulement de 5%. On voit bien que l'opinion publique perçoit très mal ces versements. Et non seulement les versements de dividendes, mais il y a aussi les rachats d'actions qui sont assimilés, alors qu'en réalité, ce n'est pas la même problématique, puisque dans le rachat d'actions, on rembourse quand même un capital qui a été apporté. Et on l'a vu l'an passé, l'idée d'une taxation des rachats d'actions a fait un petit peu son chemin. Et le Premier ministre, il n'y a pas si longtemps, avait annoncé qu'une taxation des rachats d'actions était dans l'ordre de ses réflexions. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que par rapport aux grands pays européens voisins, les cours de bourse ont été moins vifs. On a versé plus de dividendes, mais le cours des actions n'a pas connu la même progression que chez nos voisins européens. Intéressons-nous maintenant aux résolutions dites mal votées, c'est-à-dire qui ont recueilli un score inférieur à 80%. Il y en avait 130 en 2022, mais toujours 54 en 2024. Il semble que les entreprises ne prennent pas de dispositions particulières en réponse à ces scores plus faibles. À votre avis, Alain, quelles actions les entreprises devraient-elles mettre en place pour ces résolutions votées à moins de 80%? Alors je crois que la prise de conscience de cette problématique est assez récente. À l'Institut français des administrateurs, c'est un thème que l'on voit revenir aujourd'hui, mais c'est un thème qui a été traité par d'autres pays, et notamment le Royaume-Uni, dans le cadre de la soft law, c'est le UK Corporate Governance Code de 2018, qui a essayé de voir comment aborder cette problématique. Alors, première observation que l'on peut faire, au fond, est-ce si grave que des résolutions soient votées à moins de 80%? Était-ce plus sain de voir, comme il y a quelques années, des votes à 95% systématiques? Il faut quand même bien observer que nous sommes en matière économique et qu'une société suppose des personnes qui sont animées par ce que l'on appelle, par une expression un peu abstraite parce que latine, qui est l'affectio societatis, et la volonté de travailler ensemble. Et si à un certain moment on voit une divergence trop grande, cela prouve que cette volonté de travailler ensemble est moins évidente. Et la preuve en est d'ailleurs, c'est qu'après quelques votes malheureux de ce type, on risque de voir les intéressés s'en aller, puisqu'à la bourse, personne n'est tenu, alors que dans une société non cotée, il est quand même difficile de vendre ses titres.
Donc, ne pas tirer des conséquences de votes qui sont relativement faibles, encore que 80%, c'est relativement élevé, mais on a observé à une époque récente des résolutions adoptées à 70%, à 50%, notamment parce que l'on a sur le marché des proxys, c'est-à-dire des agences de vote qui, lorsque elles ont décidé de ne pas soutenir une résolution, peuvent représenter des pourcentages considérables. On a des agences de vote qui représentent 25% aujourd'hui. Le jour où l'agence dit qu'elle ne soutiendra pas telle résolution, on voit apparaître un score de 60 ou 65% pour la nomination d'un président-directeur général. Et ça fait quand même un petit peu tâche, ce genre de situation. Alain, vous avez commencé à évoquer le UK Corporate Governance Code. Que prévoit ce texte concernant les résolutions mal votées? Alors, l'idée du code anglais est de dire il faut traiter cette situation et donc la société doit expliquer, lorsqu'elle annonce le résultat, les mesures qu'elle entend prendre pour consulter les actionnaires et pour comprendre un petit peu les raisons. Pourquoi la résolution n'a pas réussi à obtenir un score plus élevé. 6 mois plus tard, elle doit publier une mise à jour sur les opinions qu'elle a recueillies et dans son rapport annuel, elle doit faire état un petit peu des informations qu'elle a recueillies et du bilan qu'elle tire de son enquête. Et lors de l'Assemblée générale suivante, elle va donner des explications sur soit la résolution qui va essayer de rattraper la précédente, soit sur les raisons pour lesquelles on décide de ne plus revenir sur ce sujet. Voilà, ça c'est la démarche britannique. Il n'est pas évident que ce soit celle qu'il faille reproduire, mais on voit bien ce souci qui est de traiter la question parce qu'au moins en France, en matière de rémunération, parce que c'est souvent là qu'il y a problème, on voit qu'une rémunération passe mal et lors de l'assemblée suivante, les choses passent tout aussi mal en fait parce qu'on n'a pas vraiment traité la question, on n'a pas expliqué. Et donc je crois qu'il y aurait peut-être quelque intérêt à se soucier davantage des résolutions mal adoptées dans un souci de protection de l'intérêt social en fait. Continuons sur le thème des résolutions présentées en AG. Avec le poids grandissant des parties prenantes, on aurait pu penser que le nombre de résolutions dissidentes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas à l'initiative du Conseil, aurait fortement progressé. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Comment l'expliquez-vous, Alain Courret? Oui, alors on a constaté cette année qu'il y avait peu de résolutions dissidentes. On en a noté 11, et 11 si l'on confond le CAC 40 et le SBF 120. L'an dernier, il y avait eu 7. 11, c'est quand même relativement peu. 4 d'ailleurs n'ont pas été inscrites, en fait. Il n'y en a que 7 qui véritablement ont été discutées ensuite. Alors pourquoi les choses sont aussi timides? D'abord, on se rend compte qu'au niveau international, ces résolutions dissidentes se font plus rares avec le temps. Alors pour ce qui est de la situation française, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. D'abord, sur le régime juridique, on a quelques incertitudes parce que toutes ces résolutions, en général, demandent à ce que l'Assemblée non pas vote sur le sujet, parce que ça, il est difficile de l'imposer, mais que l'Assemblée puisse émettre simplement une opinion. Or, est-ce qu'une Assemblée générale peut émettre une opinion sur des sujets qui ne lui sont pas impartis directement par la loi? C'est un problème qui est discuté dans la communauté des juristes. Certains y sont très défavorables, d'autres plus favorables, mais on n'est jamais sûr que devant un juge sera retenue l'idée que l'on puisse demander un vote simplement consultatif. Donc c'est un premier obstacle. Deuxièmement, il faut quand même bien voir que la tentation dans ces résolutions est de demander à l'Assemblée d'empiéter sur les pouvoirs du conseil d'administration. Or, les pouvoirs sont quand même très répartis dans notre système juridique. La direction générale a un pouvoir très large que la loi lui accorde. Le conseil d'administration a un pouvoir qui est quand même étroitement délimité. Et quant à l'Assemblée générale, c'est encore plus évident, puisque l'Assemblée générale vote sur les comptes, désigne les dirigeants et a quelques compétences ensuite résiduelles et précises. Mais globalement, l'Assemblée générale, quoique souveraine, n'a reçu de la loi aucun mandat lui permettant de s'attribuer des pouvoirs qui découleraient de cette soi-disant souveraineté.
Donc, déposer une résolution, c'est prendre le risque que le conseil d'administration ne l'inscrive pas en arguant du fait que ce n'est pas de la compétence de l'Assemblée. Voilà, je crois, des raisons qui sont des raisons importantes. Alors, il y a une autre raison qui est quand même importante, qui tient au fait que pour pouvoir déposer une résolution, il faut a priori représenter 5% du capital dans une société ordinaire. Lorsque la société est de taille plus grande, on va avoir un système dégressif. Mais quand on arrive à une société de la taille de Total, même si le pourcentage requis est beaucoup, beaucoup plus faible, vu la taille de la société, ça reste quand même énorme. Il faut quand même beaucoup d'argent pour pouvoir présenter une résolution. Et on dit toujours qu'aux États-Unis, avec $2000 quasiment, on est à même de pouvoir présenter la dite résolution. En préparant cette émission, vous m'aviez indiqué que se pose également la question du recours possible contre le rejet de la résolution dissidente. Oui, lorsque le conseil d'administration refuse d'inscrire, et on a eu surtout le problème en matière climatique, on fait quoi? Et un réflexe qui a été premier l'an dernier a été de dire on saisit l'AMF. Puisque l'AMF, d'abord parce que les coûts sont très limités, on n'est pas dans la logique judiciaire. Et puis on peut penser que l'AMF, qui est garante de la protection des investisseurs, pourra intervenir. Et là, l'AMF, l'an passé, avait dit très clairement que ces problèmes étaient des problèmes de droit des sociétés dans lesquels elle n'avait pas compétence et qu'elle n'entendait pas intervenir. Donc, si l'on ferme cette piste, la piste normale, c'est évidemment la justice et le tribunal de commerce. Alors, supposons que l'on veuille saisir le juge du tribunal de commerce, la procédure logique, c'est le référé. Il faut quand même penser que le temps des assemblées générales est très court. On raisonne sur 45 jours, en gros. Donc, il faut qu'un juge rende une décision dans ce délai. Et on a une procédure de référé et du référé d'heure à heure qui doit normalement permettre d'avoir une décision. Simplement, que va faire la société en réponse? Elle va dire, presque imparablement, que la contestation est une contestation sérieuse, au fond, alors que le juge des référés est en principe juge de l'évidence. Or là, rien n'est évident dans ces matières, qui sont des matières techniques, dont pratiquement les chances de réussir un référé sont quand même relativement minces. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs dernièrement lors de l'Assemblée générale de Total, où un référé a été introduit pour pouvoir mettre fin au blocage qui naissait du fait que le conseil d'administration avait refusé de prendre en compte une résolution touchant à la gouvernance. Le juge des référés a rendu sa décision la veille de l'AG. L'AG était le vendredi, je crois, et la décision du juge des référés, c'était le jeudi. Mais de toute façon, il rejetait. Donc, ayant rejeté, il n'y avait pas de problème. Mais admettons qu'il n'aurait pas rejeté. On faisait quoi? Comment allait-on faire inscrire à l'ordre du jour la veille? On voit bien les problèmes que ça peut poser. Donc, le référé, ce n'est pas une voie solide. Mais est-ce que la loi Holroyd, que nous avons précédemment évoquée, apporte des réponses à ce cas de figure? La loi Holroyd s'en est mêlée, et la loi Holroyd a créé une voie procédurale qui existait déjà en réalité, mais qu'elle étend à ces situations, qui est la procédure accélérée au fond, qui est une procédure donc, qui permet de juger au fond dans un délai raccourci. Ceci étant, on est dans des périodes qui sont terriblement courtes et on peut avoir quelques doutes sur la possibilité pour le juge de rentrer dans les délais. Et puis, s'il rentre dans le délai, on va retrouver la problématique que j'évoquais il y a un instant. C'est qu'on fait quoi? Une fois qu'il a ordonné, admettons que le juge ordonne d'inscrire. Oui, mais s'il le fait trop tard, les actionnaires pourront dire on n'a pas été prévenus, il nous faut des délais. Donc ça veut dire aussi que le juge va devoir reporter la date quasiment. Et où est-ce qu'il va décider, pour ne pas reporter, de renvoyer à l'année suivante? On voit les difficultés pratiques. Donc, les recours, ce n'est pas simple. Donc inscrire une résolution dissidente à l'ordre du jour d'une AG reste quelque chose d'extrêmement compliqué et aléatoire. Si l'on se penche maintenant sur les enjeux climatiques, il semble que ce thème ait été moins présent en 2024. Seules 6 entreprises ont soumis leur plan climatique au vote contre 11 en 2023. Est-ce lié à l'entrée en vigueur de la directive CSRD qui obligera les entités d'intérêt public à communiquer les informations de durabilité dès 2025 ?
Oui, mais manifestement, la matière s'est beaucoup pacifiée. Autant on a eu les années précédentes des recours importants, des résolutions dissidentes sur le sujet, autant on n'en a pas eu cette année. En fait, avec la perspective de la CSRD, les tentatives qui ont été bien réelles de faire créer un Say on Climate. C'était en 2022, la loi sur la finance verte. Il y avait eu une première tentative et qui a échoué. Et dans la loi Holroyd, il y a eu des amendements également pour introduire un Say on Climate. Et chaque fois, il y a eu abandon en arguant du fait que de toute façon, la CSRD aboutirait à un résultat tout à fait comparable et qu'on ne pouvait pas à l'infini ajouter des obligations. Donc aujourd'hui, les sociétés ont pris l'habitude de parler du climat et dont le sujet s'est banalisé. Et les simples cas dans lesquels il y a eu de véritables contestations, ça a été Total, ça a été Amundi, parce que l'importance même de ces sociétés, de l'activité qu'elles peuvent avoir et qui affecte les équilibres climatiques, fait que là, il y a une cristallisation des problèmes qu'on ne retrouve plus ailleurs. Autre enjeu des assemblées générales, la gouvernance des groupes. Entre le renouvellement des dirigeants comme des administrateurs ou le sujet de la dissociation ou non des fonctions de président et de directeur général, l'assemblée est un moment privilégié pour aborder ces questions. Qu'est-ce qui a marqué l'édition 2024 ? Alors justement, l'émergence quand même des discussions sur ces problèmes de gouvernance. Les administrateurs ont été renouvelés dans de bonnes conditions. On a eu des résolutions approuvées à 95%, mais qui avaient été précédemment à 98% l'an passé. Donc il y a une légère dégradation, mais qui n'est pas vraiment significative. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce problème de la possibilité d'arbitrer entre la formule du président-directeur général et la formule dissociée d'un directeur général et d'un président. On a constaté que dans les fonctions de président-directeur général, les réélections se font sans panache. Le président de Total a été réélu avec 75% des voix. Chez Publicis, le président est réélu avec 77%. Alors, ce n'est pas dérisoire, mais un président aime bien être réélu avec des scores bien plus élevés. Et tout ça tient en fait à la résistance des proxys qui en fait ne sont pas favorables à cette formule et qui opposent une résistance évidente. Chaque fois qu'on a une formule dissociée, le directeur général est toujours plus facilement réélu. Alors, deuxième phénomène qu'on a pu constater, c'est que si la dissociation des fonctions est aujourd'hui considérée comme un petit peu la norme en matière de gouvernance, si elle est demandée régulièrement, il y a eu cette année à nouveau des fusions de fonctions. Et par exemple, une société comme Publicis, aujourd'hui, on a un président-directeur général, ce que l'on n'avait pas. Ce qui montre bien que la formule n'est pas désuète. On a toujours considéré, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, mais que dans des périodes de grandes difficultés, le président-directeur général était souvent un acteur plus efficace. Et on peut se demander si demain, si l'on connaissait des périodes de crise importantes, si l'on ne retrouverait pas des formules de ce type. Alors vous aviez un dernier point sur la féminisation des boards ? Oui, le progrès est moins évident qu'espéré, au moins par certaines, puisqu'on a un taux de féminisation qui reste important, 43%. Je rappelle que la loi Copé-Zimmermann impose un taux de féminisation de 40%, puis c'est surtout un problème féminin. Les hommes ont toujours été représentés dans des proportions qui leur est apparu suffisantes. Mais lors des nominations récentes, on se rend compte que la progression n'est pas aussi évidente que les années précédentes. Sauf quand même que, s'agissant des fonctions exécutives, là, la loi Rixain commence à produire ses effets et on est à un taux de 27%, qui est un taux sensible parce qu'on était parti de très très bas. Dans tout ce qui était COMEX ou autre, la présence des femmes était restreinte, en grande partie d'ailleurs pour des raisons techniques, parce que dans la grande industrie, notamment les femmes ingénieurs étaient plus rares et dans les COMEX, on avait peu de présence féminine évidemment, compte tenu de cette situation. Nous venons de le voir, les assemblées générales sont des moments clés pour les groupes. Pour interagir avec l'ensemble de leurs actionnaires, bien les préparer est donc un impératif. Notre émission Défi Gouvernance s'adresse en priorité aux administrateurs. Quelles recommandations pourriez-vous leur prodiguer pour préparer au mieux les prochaines assemblées générales et notamment les décisions qui y seront soumises ?
Alors, on voit monter quand même des sujets d'assemblée à l'assemblée qui sont... Il faut quand même se méfier aussi du fait qu'on ne peut pas toujours généraliser un phénomène qui apparaissait sensible dans telle ou telle assemblée. Mais enfin, sans en arriver là, il est évident qu'il y a des sujets comme aujourd'hui toute la dimension sociale qui est en train de devenir très présente au travers des diverses assemblées, soit de manière assez violente, on l'a dit, en parallèle d'assemblées, on a vu des manifestations qui étaient dictées par une inquiétude sur le terrain du pouvoir d'achat, sur le terrain du risque de licenciement. Enfin, on a vu se généraliser ce type de problème avec une première réponse qui a été celle quand même de beaucoup de sociétés en 2023, qui est d'essayer d'avoir un passage obligé sur le partage de valeurs. Exposer comment la valeur produite, la valeur ajoutée est répartie. Et ça, c'est une sorte d'exercice imposé, et je crois qu'il est nécessaire pour éliminer un petit peu un certain nombre de contestations. Autre sujet qui suppose une certaine préparation, en matière de gouvernance, on peut constater que très souvent, les décisions ne sont pas véritablement expliquées. La succession, la fusion des fonctions de directeur général et de président, ou la dissociation n'est jamais justifiée que par des arguments qui ne sont pas très convaincants, en fait. Or, quand je relis, par exemple, ce que dit l'AMF, l'AMF dit, lorsque est envisagé un changement de gouvernance, les sociétés doivent exposer, motiver l'évolution de manière précise et circonstanciée, indiquer les dispositions prises pour éviter les éventuels conflits d'intérêts, présenter les mesures qui ont pour objet d'équilibrer un petit peu les pouvoirs. Si par exemple, on décide qu'il y aura désormais un président-directeur général, où sont les éventuels contre-pouvoirs? Est-ce qu'on aura un administrateur référent qui apparaîtra comme le contre-pouvoir? Enfin, une description du pouvoir qui n'est quand même pas toujours très présente dans les présentations qui sont faites. Autre thème qui semble des thèmes qui sont en train de monter en puissance, l'intelligence artificielle, les risques liés, les conséquences de cette intelligence artificielle sur l'avenir de la société. Tout ce qui est cybersécurité, qui a été un thème qui est revenu, semble-t-il, que l'on voit dans beaucoup d'assemblées. Et tout ça suppose évidemment une réflexion en amont de la part des conseils, ne serait-ce que pour répondre aux questions qui sont posées. Parce que beaucoup de questions ont posé là-dessus, outre les questions sur la guerre en Ukraine, évidemment, sur la guerre à Gaza, ou toutes choses qui inquiètent légitimement un certain nombre d'acteurs. Alors même question Alain concernant l'analyse des résultats de l'Assemblée générale et des enseignements à en tirer. On en revient un petit peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était la question de savoir si on ne doit pas s'interroger un petit peu sur la situation qui naît du fait qu'un certain nombre de votes n'étaient pas à la hauteur des espérances. Alors, ou bien c'est un choix et il faut savoir résister, ou bien il faut savoir en tirer des conséquences. Parce que ça a été le cas pour la formule président-directeur général. Ça fait des années que l'on voit des présidents-directeurs généraux qui sont mal réélus. Mais c'est un choix. Ou bien c'est un choix qui est vraiment assumé et il faut braver la situation, ou au contraire, si l'on constate et s'il y a une véritable discussion, peut-être en tirer des conséquences et savoir si la formule de gouvernance est la meilleure possible pour la société. Cette QV 2024 des assemblées générales était encore riche d'enseignements. Les relations des entreprises avec leurs parties prenantes et parfois leurs actionnaires mettent à l'évidence des sujets d'insatisfaction que les groupes se doivent d'analyser pour y apporter des réponses adéquates. 2025, avec l'entrée en vigueur de la CSRD et la publication des informations de durabilité, apportera, sans nul doute, son lot de nouveautés et de questions, dont nous ne manquerons pas de vous faire part sur ces ondes. Au revoir Alain Courret, merci beaucoup d'avoir partagé votre analyse avec nos auditeurs. Jean-Jacques, poursuivons cette émission avec l'actualité de la gouvernance et l'adoption de la loi Holroyd sur l'attractivité de la place financière de Paris, loi qui a fait l'objet d'une analyse détaillée dans l'émission des matinales de KPMG du 2 juillet dernier. Oui, et sans en reprendre toute l'analyse, il me paraît utile d'en rappeler rapidement les aspects essentiels pour les sociétés. La mesure phare est évidemment la possibilité pour les fondateurs d'une société de l'introduire en bourse sans perdre le contrôle. Ils pourront en effet créer des actions à droit de vote multiples à cette occasion, ce qui leur permettra d'ouvrir le capital par appel au marché, donc de devenir minoritaires en capital, mais de rester majoritaires en droit de vote. Ici, l'objectif du gouvernement
et de concurrencer les places de Londres et d'Amsterdam, en étant même plus libéral sur un point, il n'y a pas de limite au nombre de droits de vote lors d'une introduction sur le marché réglementé Euronext. Mais la loi offre bien d'autres mesures utiles. Oui, par exemple, en libéralisant les augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription et aussi en favorisant la participation à distance aux conseils et aux assemblées, en particulier par leur digitalisation. Ajoutons, sans être exhaustif, que la loi donne également mission au gouvernement de préparer dans les 6 mois une ordonnance sur le fractionnement des actions pour en diviser le prix et faciliter l'accès aux titres les plus chers. Deuxième thème de notre tour de l'actualité, les risques juridiques encourus par les administrateurs au regard des informations de durabilité et du plan de vigilance. Ni la loi Vigilance de 2017, ni l'ordonnance du 6 décembre 2023 qui a introduit en France les informations de durabilité ne prévoient de régime spécifique de responsabilité, mais elles renvoient au droit commun de la responsabilité. C'est bien cela. Et cette responsabilité obéit à des conditions relativement strictes qui protègent les administrateurs contre les actions intempestives. D'abord, toute action en responsabilité doit faire une triple preuve: une faute, un préjudice personnel et un lien direct de causalité entre les deux. Pour les administrateurs, la faute doit être une vraie faute et non simplement le résultat malheureux d'un choix de gestion. Surtout, les administrateurs sont doublement protégés contre les actions des parties prenantes extérieures, d'une part parce qu'un tiers doit démontrer que la décision contestée était étrangère à l'exercice de la fonction d'administrateur et d'une particulière gravité, ce que l'on appelle la faute lourde détachable, d'autre part parce que ce tiers doit faire la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société. Et l'Europe va dans le même sens, puisque la directive sur le devoir de vigilance, finalisée au printemps mais qui n'entrera pas immédiatement en vigueur, a rejeté une tentative de responsabilisation personnelle des administrateurs et des dirigeants. Cette directive renvoie Jean-Jacques également au droit commun national de la responsabilité. Oui, mais à ce propos, il faut rappeler que la société peut elle-même agir contre ses dirigeants fautifs, ce qui arrive parfois à la suite d'un changement de contrôle par exemple. En ce cas, il lui suffit d'invoquer une faute de gestion ordinaire, de même pour l'action en responsabilité d'un actionnaire, qu'il soit actionnaire activiste ou simplement impliqué. Au résultat, l'expérience montre néanmoins que ces actions contre les dirigeants sont rarissimes en pratique, sauf à la suite d'un dépôt de bilan. Dernier thème de ce journal, la Cour d'appel de Paris a rendu ses premiers arrêts en matière de devoir de vigilance. En effet, 3 arrêts ont été rendus le 18 juin dernier. Rappelons que la loi Vigilance prévoit que toute personne intéressée estimant qu'un plan de vigilance n'est pas conforme peut mettre la société en demeure de l'améliorer dans les 3 mois. Passé ce délai, toute personne peut alors saisir le tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour toute la France, pour que soit prononcée une injonction, à peine d'astreinte éventuellement. Ces 3 premiers arrêts de la nouvelle chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris, dénommée Chambre des contentieux émergents, précisent les conditions de contestation des plans de vigilance. Quels sont les points qui ont été portés devant la Cour d'appel ? Dans une première affaire, des associations locales, mais aussi européennes, avaient reproché au groupe EDF de ne pas avoir consulté une communauté autochtone à propos d'un projet d'implantation d'un parc éolien au Mexique par une sous-filiale locale. Dans une deuxième affaire, de nombreuses associations et collectivités locales françaises et étrangères avaient estimé que le plan du groupe Total Énergie ne permettait pas, de manière générale, une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Dans la troisième affaire, des associations françaises et chiliennes reprochaient au plan d'une filiale espagnole de l'ex-groupe Suez de ne pas avoir suffisamment pris en compte le risque de pollution de l'eau dans une localité du Chili. Et que nous dit la Cour d'appel ? La Cour d'appel a statué sur 3 questions principalement. Sur la recevabilité, d'abord. Une première question mettait en cause la position stricte et très formaliste qui avait été retenue par le tribunal. Celui-ci avait en effet jugé que l'assignation en injonction devait viser le même plan que celui qui avait fait l'objet, plusieurs mois auparavant, d'une mise en demeure. Or, dans l'affaire en cause, le plan avait entre-temps évolué entre celui ayant fait l'objet de la mise en demeure et celui déjà revu au jour de l'assignation plusieurs mois plus tard. De sorte que les demandeurs étaient pris entre deux feux, ou bien demander une injonction inutile contre un plan qui n'était plus d'actualité, ou bien attaquer le nouveau plan, mais sans avoir préalablement pu mettre la société en demeure de l'améliorer. Et Jean-Jacques, la Cour a été plus pragmatique que le tribunal.
Oui, car tout en jugeant que l'assignation doit matériellement concerner les mêmes imperfections que celles ayant fait l'objet de la mise en demeure, elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire que cette assignation vise formellement le même plan et qu'il suffisait que les mêmes reproches se retrouvent en substance dans le plan attaqué. Sur la qualité de défendeur, la Cour a par ailleurs estimé, ce qui est notable, que l'action contre une filiale à propos de la partie du plan du groupe qui la concerne était irrecevable. La Cour a considéré que seul l'auteur du plan, la société mère, pouvait être assigné en justice quand bien même le reproche viserait une action de la filiale. Voilà qui laisse un champ d'action très large à ce que j'appellerais les vigies de la vigilance, donc en particulier aux nombreuses associations de défense de l'environnement et des droits humains. En effet, la Cour ouvre une brèche dans le principe d'indépendance juridique des personnes morales. Donc dorénavant, toute partie prenante se sentant concernée pourra, et même devra, agir contre la société mère pour tout incident potentiel ou réel survenant dans n'importe quelle filiale de n'importe quel pays. Il y aura une centralisation obligatoire du contentieux sur la tête des holdings. Autre rapport, Jean-Jacques ? S'agissant de ce que j'appellerais l'étalon de mesure de la conformité du plan, la Cour constate, pour le regretter, l'absence de toute précision dans la loi Vigilance ou dans un texte d'application, plus globalement de tout renvoi à un référentiel. Notons en effet qu'il n'y a aucune précision dans la loi Vigilance, à la différence de la directive durabilité et de ses normes d'application, les fameuses ESRS. Aussi, la Cour forge-t-elle de toutes pièces un standard général pour apprécier la conformité du plan, celui de vigilance raisonnable. Voilà qui laisse un large pouvoir d'appréciation après coup au juge, ce qui pourrait inquiéter les entreprises. Et en ce qui concerne les actions engagées par des collectivités territoriales, Eh bien, la Cour se montre stricte et décide que seule la démonstration d'un intérêt public local déterminé et non d'un intérêt public global indistinct leur confère le droit d'agir. Sont ainsi écartées des actions opportunistes, en l'occurrence, dans l'une des affaires, celle de la ville de New York et de nombreuses villes françaises. pour de plus amples informations, vous pouvez également écouter la matinale du 2 mai dernier avec Julie Belsor de KPMG Avocats. Ce tour d'horizon de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture dans la perspective de la longue pause estivale ? J'ai plusieurs suggestions à faire. Tout d'abord, le numéro 37 de la lettre de la gouvernance du Board Leadership Center qui vient d'être publié. Ensuite, l'autorité des normes comptables a publié le 17 juin dernier un deuxième guide à destination des grandes entreprises qui doivent appliquer la CSRD. Ce document pédagogique porte sur la norme sur la biodiversité, 3 normes sociales, dont celle sur les travailleurs de la chaîne de valeur, et la norme sur la conduite des affaires. À noter également que l'EFRAG a publié 3 guides portant sur des sujets dont la mise en œuvre compte parmi les plus difficiles des ESRS, à savoir la double matérialité, la chaîne de valeur et les points de données, sous la forme d'une liste complète des exigences de publication, DR, et points de données, DP, des normes existantes. Enfin, je signale le rapport de l'IFA du 3 juillet 2024 intitulé « Être éthique ou ne pas être », l'avenir de l'éthique pour les conseils d'administration. Je compléterai vos conseils, Jean-Jacques, en invitant nos auditeurs à nous suivre sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et bien entendu KPMG Avocats. Et bien sûr, nous vous invitons à écouter sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous arrivons au terme de cette édition, nous espérons qu'elle vous aura intéressé. Merci pour votre fidélité, un bel été à toutes et à tous. Je m'associe à vous, Pierre-Yves, pour souhaiter à nos auditeurs un très bon été. Et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 27 septembre pour une nouvelle saison de Défi Gouvernance.